Bonjour. Donc, merci de votre invitation et de me proposer de vous raconter un petit peu une histoire extraordinaire. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et tous les participants de Photonetics également. Donc ça date un petit peu. En fait, je ne m'étais pas aperçu, mais en préparant les slides, en fait, ça s'est terminé il y a déjà 15 ans. Et donc, ça a commencé en 79, il y a presque 40 ans. Donc, vous allez voir des choses que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais vues sur ces slides. Mais en tout cas, c'est une belle aventure et je vous souhaite vraiment de vivre une aventure comme ça quand vous êtes à la fois passionné de physique et que vous avez envie de faire une société. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. Un petit plan rapide, je vais parler un petit peu de moi pour que vous situiez un petit peu mon parcours. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet en parlant de la société, donc de Photonetics. Des petites anecdotes sur la physique parce que on était quand même une société de physiciens. Et qu'est-ce qu'il en reste 15 ans après. Donc, pour faire un petit jeu de mots, je travaille un peu dans la santé où il y a un certain nombre de disclaimers que les gens font au départ. Et donc, c'est très subjectif ce que je vais dire. Donc, je parle de mon expérience. Ça n'engage pas directement ma responsabilité si certaines personnes ne sont pas d'accord. Néanmoins, il y a quand même deux choses importantes. C'est corrélé, c'est-à-dire qu'il y a deux observations. On a parlé de physique quantique ce matin. L'observable, la première, c'est que j'ai travaillé avec un certain nombre de physiciens, dont Hervé Lefebvre, que certains connaissent peut-être, qui est le CSO de Higgs-Blue, et aussi avec Claude Weisbuch, qui a été mon deuxième, on va dire, patron, collègue, dans le cadre de GeneWave, puisque j'étais président de GeneWave pendant 6 ans. Donc très rapidement, en 80, je suis allé à Lyonnaise-Cachan. En 83 à Grec de physique. Je suis arrivé à Photonetics avec une des premières thèses CIFRE. Donc je pense que c'est intéressant de mentionner qu'à l'époque déjà c'était quelque chose qui fonctionnait, en tout cas que moi j'ai trouvé quelque chose de passionnant, parce que ça permettait pour un jeune chercheur que j'étais de rester dans l'académique tout en faisant un petit peu le pas vers l'industriel. Ce matin on a parlé un petit peu de l'effort qui a été fait sur la formation à Paris-Saclay. Pour la petite histoire, en 85, il y avait un grand débat à l'Institut d'optique, pour ne pas le nommer, sur le fait d'accepter que des stages de DEA puissent se faire dans l'industrie. Ça avait créé beaucoup de débats, puisqu'à l'époque, les stages de DEA se faisaient à l'université dans les laboratoires de recherche. Donc, en 89, j'ai passé ma thèse sur les réseaux de capteurs à fibre optique. En 92, la création de la société aux États-Unis m'a permis d'aller aux États-Unis. Et j'ai sauté sur l'occasion pour être le directeur technique de cette société. Et en 94, comme on a vu des différends avec le président américain, je suis devenu le manager de la société américaine. Vous verrez les détails après. En 2001, on a vendu la société. En 2000, on a vendu la société. En 2001, je suis rentré en France. Et en 2004, je suis retourné travailler avec Hervé Arditi, qui est le fondateur de Photonetics. Et là, dans ce cadre-là, je suis intervenu dans 2 entreprises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une société de services en hydrographie qui s'appelle X-Survey. Et ensuite, GeneWave, donc, qui est une société d'instrumentation en biologie moléculaire. Voilà. Donc, j'ai côtoyé quelques physiciens et maintenant, j'ai créé une structure de conseil dans laquelle j'accompagne des physiciens qui décident de créer leur entreprise et je les aide à répondre à leurs questions. Donc, la passion des photons, c'était le motto de Photonetics. Et dès le départ, on avait une vision très originale, en tout cas pour l'époque. On voulait faire 2 choses à la fois, que c'était jamais fait, ensemble, je veux dire. La première, c'était vraiment de développer des instruments scientifiques vraiment d'excellente qualité. Et en même temps, on voulait représenter des produits et à l'époque faire du mercantile, être des marchands. Et alors ça, on a eu du mal parce que on avait du mal à avoir les 2 casquettes. Les gens qui étaient nos amis, puisque c'était avec eux qu'on faisait des discussions passionnées sur des manips, des choses comme ça, quand ensuite ils venaient nous acheter des lasers ou des interféromètres, ils disaient quand même tu pourrais me faire un petit
petite remise, parce que quand même, voilà. Puis d'abord, je ne comprends pas pourquoi c'est 30% plus cher ici, j'ai qu'à l'acheter directement aux États-Unis. Donc, il y avait énormément de discussions autour de ça. Une autre chose qui est importante, c'est ça, c'est un objet, je ne sais pas si certains l'ont vu. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur portable, donc Hervé Arditi, dont vous voyez les initiales en bas, un après-midi de 79, a fait ce logo dans lequel vous voyez le pH de Photonetics, le HNU, donc de l'énergie du photon, fait à la table à dessin, au rotring, puisqu'à l'époque, en bon ingénieur centralien, il avait passé un certain nombre d'heures avec ses rotrings et sa table à dessin. Donc, c'était important de comprendre ça au démarrage, puisqu'à l'époque, quand Hervé a créé Photonetics, il était à Corbeville, il était au labo de Thomson, et il faisait ça le soir, en moonlighting, comme on dit, pour à la fois importer des produits en France et essayer de faire des choses qui deviennent des produits propres à l'entreprise, pas seulement des produits comment dirais-je, qu'on représentait. Alors, une des choses qui était importante, c'était de voir que, de notre point de vue, comme on avait cette compétence technique avec une équipe technique qui était capable de comprendre des choses un peu compliquées, ça nous permettait de vendre des produits faits à l'extérieur. Et de cette façon-là, on avait une force, un team d'application, si vous voulez, qui était directement utilisable pour aller chez des clients avec quelques précautions, évidemment. Mais c'était quelque chose d'important pour nous. Une chose aussi qui était très importante, c'est que les mots études de marché, je pense qu'on les a utilisés très très peu, en fait. On a été techno-push du début à la fin. Et d'ailleurs, ce matin, Mathias Fink parlait de zigzaguer. On a eu quand même pas mal de zigzags, puisqu'on avait certains produits, dont des écrans tactiles, qui avaient été récupérés d'ailleurs chez... on avait une licence qui venait de Thomson, je crois, qui était une dalle en plexiglas de ce genre, avec un traitement adéquat, et qu'on avait essayé de vendre à la SNCF, mais on s'est trouvé un petit peu de difficultés pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours été autour de ça. En 83, par exemple, quand Cohérent SA a été à la vente, eh bien, on a tout de suite sauté sur l'occasion. On s'est dit, voilà, on va récupérer des gens, ça va nous faire du cash flow. On ne s'est pas préoccupé de savoir comment ils vendaient les lasers, etc., etc. Non, on a dit, voilà, c'est une bonne équipe, c'est des lasers, ça va nous faire rentrer dans les... Voilà, on a fait ça comme ça. Je suis désolé, c'est pas quelque chose de forcément très linéaire et pensé, mais en tout cas, on l'a fait comme ça. En parallèle, en 84, on a sorti notre premier produit propre qui s'appelait Optoflow, qu'on vendait entre autres à EDF. C'était pour permettre de caractériser un écoulement diphasique. C'était une fibre optique taillée en pointe qui permettait de voir s'il y avait des bulles dans l'écoulement, si ça pouvait créer des phénomènes de cavitation, etc. Donc, produit propre qui a vécu sa vie et qui a fait que, en tout cas, notre petite entité, si vous voulez, d'ingénieurs travaillant autour de ces technologies-là, avait un produit, faisait du chiffre d'affaires, était content. Voilà. Mais bon, tout ça, c'était quand même un peu, il y avait des grandes ambitions, il y avait des gens qui poussaient. Ce matin, il y avait une question sur le fait de lever des fonds. Nous, on était des jeunes gingés, on avait envie de participer au capital de l'entreprise. Bon, là, il n'y avait pas de valeur sur les actions. Hervé n'était pas très pour ouvrir le capital parce que voilà, ça créait d'autres demandes, d'autres besoins. Mais bon, en tout cas, on l'a fait en 87. Et en même temps, Hervé Lefebvre, donc, qui était lui aussi à Corbeville, est arrivé pour développer une activité de gyroscope à fibre optique. Et en fait, en 91, on a signé, un peu par hasard, je dirais, un accord avec le CNET pour développer des lasers accordables, parce que le gars, on le connaissait bien, j'ai oublié son nom, je suis désolé, il nous disait, bon voilà, nous on a fait ce truc dans notre labo, en fait tous les autres labos en veulent, mais nous on n'a pas le temps de faire ça, parce que nous on fait de la recherche, donc voilà. Et on va vous faire un contrat CNET, donc on avait dû avoir à l'époque 1,5 million de francs pour développer donc ce laser accordable, avec lequel on s'est dit, bon, on va aller le vendre aux États-Unis. Et en même temps de ça, on a vendu une licence non exclusive de gyroscope à Northrop, et avec cet argent, boum, on est reparti aux États-Unis
C'est ce qui a permis de financer la croissance américaine, l'établissement et la croissance américaine. Et pour vous dire qu'on n'était vraiment pas très market-driven, on va dire, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a une petite société qui s'appelait Hewlett-Packard qui faisait aussi des lasers accordables. Voilà. Et là, on s'est dit, bon... Et je me souviens, on était au Bell Labs à Murray Hill à l'époque, et on était assis à côté, on attendait notre tour pour aller montrer notre labo, notre machine. On avait la tête laser sur les genoux, et il y avait des types à côté. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est notre laser. Ah bon, mais vous êtes d'où? Mais c'est quoi ça? Et comme ça, on a dit, bon, on a un concurrent. Voilà. Alors, en fait, ça s'est bien terminé. Ça a été très difficile. Hein. Je pense qu'il y a, je ne sais plus qui ce matin parlait qu'ils avaient failli mourir plusieurs fois. 93, 94 ont été des années très difficiles. Très difficiles parce que, pour vous donner un exemple, bon, on pourra en parler longtemps, on a réduit les salaires de 25%. Tout le monde s'est réuni, les gens ont dit, bon, voilà, on a créé les filiales, parce qu'on avait fait les États-Unis, mais on a fait aussi l'Allemagne, l'Espagne. Et on a dit, voilà, on a fait ça, ça nous coûte de l'argent, parce que de toute façon, pour l'instant, tous ces gens-là, ils ne ramènent pas de chiffres. Donc on a deux solutions. Soit on les ferme, soit on fait des économies en interne, et on garde les filiales pour qu'ensuite on puisse redémarrer grâce à elles. Et les gens ont voté pour économiser leur salaire. Voilà. Sinon, la boîte était morte. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il y avait vraiment entre les employés un vrai partage. Il n'y avait pas de stock option, il n'y avait pas de BSPCE, il n'y avait pas d'action gratuite, il n'y avait pas tous ces machins, mais il y avait vraiment une aventure. Les gens étaient contents de venir travailler. Bon, c'était pas toujours tout rose, etc., mais il y avait une vraie communion autour de ce travail-là, et il n'y a pas eu d'hésitation sur le sujet. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vais en parler un petit peu tout à l'heure en parlant un peu de physique, mais on a fait une deuxième génération du laser en 95, et surtout en 95, il y a AT&T qui est venu et qui nous a dit, bon, votre laser, là, à 50 000 $, il est bien, mais nous, on voudrait en avoir 100, parce qu'on va faire des expériences de multiplexage, et comme on les met à 0,8 nanomètres l'un de l'autre, qu'on veut couvrir les 80 nanomètres de la bande de l'herbium, eh ben, il nous en faut 100. 100 fois 500 000 $, on a 50 000, on a de l'argent, mais pas à ce point-là. Donc il faut que vous en fassiez un à 10 000. Voilà. Et on l'a fait. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est les collègues français à l'époque qui l'ont fait. Et donc c'est ce client qui est venu nous voir et nous a dit, voilà, ça serait bien si vous faisiez ça. Et donc on l'a fait. Ce qu'on appelait le Tunix OM que vous avez là. Et là, bon, là ça a commencé à aller beaucoup mieux. On a livré, bon, tout n'a pas marché du premier coup, hein, je vous rassure, hein, mais ils étaient très contents et il s'est avéré qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir ce besoin-là. On a commencé à le vendre dans d'autres labos aux États-Unis. En 97, bon, pour ceux qui s'en souviennent, l'IPO de Siena à 3,5 milliards, où là, ça a réveillé un peu tout le monde en disant mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là et pourquoi c'est important, et qui a déclenché le début de la vague télécom. Et c'est là aussi qu'il s'est passé quelque chose d'important. Nos distributeurs sont les distributeurs de Hewlett-Packard, qui peut-être à l'époque était devenu Agilent, je ne me souviens plus, sont venus nous voir en disant en fait, on aimerait bien travailler avec vous. Voilà. Alors, quand votre client vous demande des choses, comme était d'ailleurs raconté la personne précédente, quand les distributeurs du concurrent viennent vous voir en disant finalement, on va travailler pour vous, bon, vous savez que vous avez fait quelque chose qui est un beau produit. Vous avez un beau produit. Donc ensuite, on a commencé à croître de 40% par an. Donc là, ça devenait à la fois très excitant et moins marrant parce qu'il y avait des gens que vous rencontriez dans le couloir, vous ne saviez même pas qui c'était. Et en fin 2000, on a vendu donc, à Great Nordic. Donc ça, c'est en fait, vous voyez, on le verra après sur l'autre courbe, mais vous avez vraiment une rupture de pente. C'est donc le chiffre d'affaires de la société entre 96 et 2000. Une rupture de pente qui s'est passée en 2000. Puisque grosso modo on était à 40% et à un moment on est vraiment monté à plutôt 80-100. La physique, en fait je vais en reparler un petit peu plus tard, mais grosso modo on est capable, l'équipe en place qui avait donc essuyé quand même pas mal de galères avec des produits propres, avec des choses et tout ça, quand on est arrivé au bout de 10 ans sur le marché télécom, bon, on avait déjà bien galéré, on se connaissait, on savait résoudre des choses difficiles, ça c'est clair. Et entre autres pour utiliser un petit peu tous les principes physiques sur la photonique.
Et une chose qui est importante aussi, c'est que, bon, après, les gens avaient fini par comprendre notre business model et ils se sont dit, bon, finalement, c'est bien d'avoir des gars qui s'y connaissent parce que, bon, si le vendeur, on sait bien que les vendeurs, ils y connaissent rien, c'est un peu le truc que les gens disaient à l'époque. Mais au moins, derrière, on va parler aux techniciens et eux, ils vont nous expliquer pourquoi notre interféromètre ne marche pas ou je ne sais pas quoi. Il y avait aussi des phrases de la vie quotidienne. Bon, la loi de Murphy est une loi qu'on a utilisée à bon escient assez souvent. On parle aussi beaucoup du premier principe pour expliquer un certain nombre d'effets. On dit aussi que c'est un effet du second ordre. Alors, on s'en apercevait pas tout le temps, mais par exemple, si on discutait avec un banquier ou un financier, il fallait qu'on explique un petit peu de quoi on parlait parce que des fois, on avait un peu de mal, quoi. Alors ça, c'est un autre... en fait, c'est une courbe, mais c'est une courbe de physicien, c'est-à-dire qu'on a ploté la dérivée et on a vu un changement drastique de la dérivée et on s'est dit, bon, ben voilà, il s'est passé quelque chose. Donc ce matin, je crois que c'était Mathias Fink qui parlait de données. On travaille avec des données et ça, c'est une donnée. Donc on s'est dit, voilà, notre business, il était autour de 40. Bon, c'est un peu bruité, mais on avait quand même une moyenne qui était assez claire. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Donc là, on s'est dit, bon, il faut vendre. En fait, c'est ça qui a déclenché un des éléments importants de la décision, la prise de décision de la vente. C'est ça, on s'est dit, on arrive dans une cour là. Là, on était en bootstrapping, hein, j'insiste. Hein, on a levé cet argent en 87. Depuis 87, on était autofinancé. Hein. C'est quand même important de mentionner ça. Donc, on avait eu des galères, les réductions de salaire, etc. Même si ça faisait quelques années, les gens s'en souvenaient encore. On n'avait pas envie de retomber dans une situation où s'il y avait une baisse d'activité, etc., on allait se faire mal. Alors, un point aussi important, c'est qu'on oublie que le produit, il faut qu'il soit robuste, il faut qu'on puisse le fabriquer, faut qu'on puisse le vendre, et puis derrière, il faut le maintenir. C'est un peu les quatre éléments importants de la vie d'un produit. Et souvent, enfin moi, quand je discute avec les physiciens, on va en repartir tout à l'heure, c'est quand même une des difficultés des gens. Donc là, je vais zapper, malheureusement, il y a de la physique avec des sauts de mode et des choses comme ça. Je vais zapper là-dessus. Je vais quand même intervenir sur les plus et les moins du physicien. Alors, le physicien, il a des choses très bien. Bon, quand c'est un peu complexe avec beaucoup de données, tout ça, ça lui fait pas peur, il modélise. Dans notre cas, c'est les physiciens qui ont les bonnes idées, entre autres celles que j'ai pas pu vous montrer parce que je parle trop, qui ont vraiment sauvé la société. Par contre, et ça je l'ai vu à Photonetics et je l'ai vu aussi donc dans les autres sociétés, c'est en gros, bon, on a fait le proto, ça se vend. Voilà. D'ailleurs, il est tellement bien mon produit que je ne comprends pas pourquoi on a besoin déjà de faire des efforts commerciaux. C'est quoi l'effort commercial? C'est quoi ce commercial? Ah oui, c'est le type qui a la bagnole, qui se balade, qui va voir les clients. Le vendredi, il revient faire ses notes de frais, il en a tellement qu'il a besoin toute la journée, etc. Bon, alors, toutes ces choses-là, je les ai entendues. Hein. Et bon, je ne peux pas dire que je pensais la même chose parce que je n'avais pas intégré tout ça, mais bon, des fois, je me disais quand même, c'est cool, le gars, nous, on est là à ramer pour faire marcher le truc, et lui, il dit, ouais, ça ne marche pas, ça ne lui plaît pas, il faut faire ci. Et en plus, le client, des fois, il n'aime pas ce qu'on fait. Alors, franchement, on ne comprend pas bien tout ça. Et on ne comprend pas pourquoi ça prend aussi longtemps, on ne comprend pas pourquoi il revient, et puis il nous dit, ah oui, mais là, il y a ça, et ça qui s'est passé, et donc... c'est vraiment quelque chose que moi je rencontre un peu partout. Ça, c'est quelque chose qui est... et je pense que c'est génétique, hein, je ne veux pas que les gens se corrigent. Et ce matin, on parlait de savoir comment est-ce que les gens pouvaient on dirait, choisir le bon partenaire. Eh bien, on choisit le bon partenaire quand on s'aperçoit, par exemple, Claude Weisbusch m'a dit, moi, j'arrête parce que je ne suis pas bon, je suis un bon chef de labo, je suis un bon physicien, je ne suis pas un bon chef d'entreprise. Voilà. Et quand on reconnaît ça, bon, il avait déjà... fait à quelques années, il a bien roulé sa bosse, mais quand on fait ça, ben, on a bien progressé. Voilà. Donc quand même 15 ans après, parce que je parlais de 15 ans, les choses à retenir, le take-home message, comme on dit. Donc déjà, on a eu beaucoup de chance, vraiment. On a vraiment beaucoup de chance parce que on est arrivé au moment de la grosse vague télécom, et à ce moment-là, on n'était pas mort. 2, les gens qui étaient vraiment importants n'étaient pas partis faire autre chose, parce que ça aussi c'est important. Et il y avait vraiment une bonne complémentarité et une excellente valeur de l'équipe.
Et au moment où on a vu cette vague arriver, bon, c'est pas tout que le client vienne vous dire tiens, ça serait bien si vous faisiez la même chose, faut le faire. Et bon, on a eu, je pourrais en raconter plein sur le fait que des fois on a eu des séances très difficiles avec le client ou les clients. Voilà. Je vous remercie.